Dernière table ronde, les deux premières ont été différentes et extrêmement fortes, celle de ce matin autour de la littérature et des témoignages, celle de cet après-midi à laquelle vous étiez, je pense ceux qui n'étaient pas là ce matin, autour du témoignage, bien qu'on assiste maintenant au témoignage en train de s'élaborer. Et là, on a la dernière table ronde avant la musique, avec trois auteurs rescapés. Moi, je vais présenter celui que je connais, parce que les deux autres, je les connais moins bien que je suis en train de lire leurs ouvrages. Révérien, je le connais depuis quelques années. On a eu l'occasion de se rencontrer, de parler ensemble à des tables rondes. Révérien Rourangois, je lui dis, tu veux que je te présente comment? Il me dit rescapé. Mais il a écrit un livre très important qui s'appelle Génocidé. Et évidemment, on lui donnera la parole dans quelques minutes. Toi, tu connais mieux les personnes qui sont à ma droite, donc je préfère que tu les présentes. Oui. Je connais mieux les personnes qui sont à côté de toi et de moi. Et je suis assez impressionnée de me trouver sur cette table avec ces deux personnes. Parce que parce que, par exemple, Adélaïde, je la connais depuis très très longtemps. Nous nous connaissons dans le travail de mémoire dans Ibuka, mais aussi parce qu'elle-même, elle est fondatrice d'une association qui s'appelle CORI, et qui aussi œuvre pour la mémoire, l'aide aux survivants rescapés du génocide. Adélaïde, je l'ai vue avant l'écriture et je la vois après l'écriture. Elle va peut-être nous en parler, je ne sais pas, mais j'ai le sentiment que c'est une transformation. Il y a quelqu'un qui a dit que l'écriture peut être une sépulture, un livre peut être une sépulture pour nos morts. Voilà, je vais laisser Adélaïde vous dire ce qu'elle a envie de vous dire. Elle est rescapée du génocide, bien évidemment. Et puis, d'une manière assez incongrue, elle a écrit un livre dans lequel j'ai trouvé une photo de ma propre sœur morte pendant le génocide. Voilà pourquoi aussi je suis assez impressionnée. Et puis César. Aujourd'hui, c'est formel. Je vais essayer de dire Monsieur César Moranguira, président du Ibuka Suisse. Mais d'habitude, je dis c'est mon petit frère. Parce que ses grands-parents sont originaires de ma propre colline aussi, voilà. Et que quand elle parle de ses morts, elle parle des morts que je connais. Parce que son livre m'a bouleversée. Bien évidemment, tout est bouleversant dans ce qui nous est arrivé. Mais quand on lit en voyant, en sachant, après avoir entendu des rires, après avoir vu courir des personnes qui ne sont pas de notre famille, mais qu'on connaît, c'est quelque chose d'assez particulier aussi. Je pense que vous êtes nombreux à avoir vécu ce genre de choses. Et puis, son récit de ce jeune garçon d'un courage incroyable et aussi peut-être d'un coup de chance aussi, parce qu'au bout du compte, pourquoi on est rescapé. Tout ça, c'est des choses qu'ils vont pouvoir vous raconter. Je suis très, très heureuse d'être avec vous. On suit l'ordre? Révérien, c'est à toi. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Révérien
Rourangwa. Je suis rescapé du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, qui s'est passé au Rwanda justement il y a 25 ans. En avril 1994, j'étais un petit garçon de 15 ans. J'avais 6 frères et sœurs. J'étais avec mes parents, mes grands-parents, mes cousins, mes oncles. En tout, j'étais avec 43 personnes que j'ai vues tuer devant mes yeux. Comme vous pouvez le voir sur mon visage, j'ai des cicatrices, ce sont des coups de machette. Mon œil gauche, c'est une prothèse. Il a été arraché à coups de machette aussi. Mon nez a été coupé aussi à machette. J'ai également 2 coups de lance dans mes côtes gauche. J'ai aussi un coup de massue à mon épaule gauche qui a été fracassé. J'ai encore une grande cicatrice derrière la tête avec, je ne sais pas comment on peut dire ça en français, mais Moro Atinyagwanda, c'était la machette qui est un peu courbée, c'est pour ça qu'en fait ma cicatrice elle est comme ça. C'était le 20 avril, parce que je suis originaire d'Iterama, commune de Mugina. Comme tous les Tutsis, sans trop comprendre, nos parents nous ont dit de conduire nos vaches et se réfugier à la paroisse, à l'église, donc à la paroisse de Mugina. Là où on est resté plusieurs jours. Il y avait autour de 56 000 Tutsis à cette paroisse, venus de partout, pas seulement de Mugina, il y en a qui venaient aussi de Bugesera, parce que la commune de Mugina touche sur la région de Bugesera. Là où j'étais avec ma mère, mon père qui avait 42 ans, ma mère qui avait 38 ans. Aujourd'hui, ça fait bizarre de me dire que j'ai 2 ans plus que ma mère. J'ai 40 ans maintenant. Bientôt, j'aurai 42 ans d'ici peu, que j'aurai, ça veut dire l'âge de mon père. Les Hutus, il y en a que je connaissais très bien, qui était un voisin, Simo Sibomana, qui est arrivé, qui nous a coupé à la machette. Ils ont ouvert le ventre de ma mère, j'ai tout vu. Ils ont coupé la gorge à mon père, Muzigura. Mais moi, on m'a coupé le bras. Et pendant plusieurs jours, je suis resté parmi les cadavres. Et dans cette cabane à la paroisse, pour être sûr que tout le monde était mort, ces Hutus, ils ont mis le feu dans la cabane. Et quand ils ont mis le feu, je n'étais pas encore mort, mais je n'étais pas tout seul parce que j'étais justement avec la plus jeune de ma petite sœur qui s'appelait Byukusenge, Claudette, qui avait 5 ans. Elle, quand tout le monde était mort, elle n'arrêtait pas à frapper ma mère. Elle disait, maman, réveille-toi, j'ai faim, j'ai soif. En fait, elle croyait que ma mère elle dormait. Puis après plusieurs heures, je l'attendais plus parler, me demandait à manger, à boire, alors qu'il n'y avait plus rien, ils avaient déjà tout coupé. Ils attendaient justement que, voilà, qu'on crève à petit feu. Quand ils ont mis le feu, il n'y a que moi qui a pu sortir parce que je n'étais pas encore mort, les autres ils étaient morts. Puis là dehors, et les Hutus ils continuaient à tuer, même des jeunes filles Hutus. Parce que dehors, il y avait un tas de cadavres qu'ils avaient tués dehors. Et les jeunes filles Hutus, ils se promenaient parmi les cadavres avec un petit bidon d'eau. Parce que vous savez, quand on perd du sang,
On a trop soif. Donc c'était pour voir qui n'était pas encore mort, pour que les autres garçons Hutus passent derrière pour achever. Et moi, justement, je voulais qu'ils m'achèvent. Et ils n'ont pas voulu. Ils ont refusé. Ils se disaient que toi, révérien, tu es à te faire du bien. Donc il fallait que je crève à petit feu. Je ne me cachais plus. Ils achevaient les autres. Et moi, ils me laissaient traîner. Puis là, je voyais tout. Ils violaient. Et ils cassaient les bouteilles de primus dans le vagin de nos filles, de nos sœurs, de nos grands-parents. Ils déshabillaient les personnes âgées. Ils n'avaient peur de rien. D'autres grillaient nos vaches. Tranquille, ils rigolaient. Tout le monde y rigolait quand ils me voyaient. Je suis resté plusieurs jours en regardant comme ils tuaient parce qu'ils ne voulaient pas me toucher. Il ne fallait surtout pas me toucher. Et comme je suis resté plusieurs jours dans les cadavres, il y a mes pieds qui ont commencé à gonfler, je n'arrive même plus à marcher. Et je savais que pas loin de la paroisse, c'est là que les Hutus se donnaient rendez-vous pour aller manger nos vaches, puis boire des bières. Alors je suis descendu jusqu'à la commune, mais comme je n'arrivais plus à marcher, je me suis mis sur les fesses. Et tout ce que je voulais, c'était m'achever parce que je ne voyais plus ma vie sans ma famille. Et ils n'ont pas voulu non plus. Et mes blessures, j'ai commencé à avoir des asticots qui sortaient partout, dans la tête aussi. Mon nez avait été pourri. Le nez était tombé ici. Mes côtes étaient ouvertes. Et voilà, ils continuaient à tuer. Tuer, c'est encore un mot gentil. Parce que, justement, c'est là que que je ne comprendrai jamais comment on peut en vouloir à quelqu'un pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il a fait. Étant gamin de 15 ans, je n'avais pas d'ennemis, j'avais des copains autour. On faisait tout ensemble, on avait été à l'école ensemble, on partageait tout. Et à l'église, j'en ai vu, que voilà, qu'il y avait même des prêtres autour qui cachaient la machette dans les robes. Voilà. J'ai vu aussi tuer les gens là-dedans. Et surtout, je me rappellerai toujours la prière de ma mère, elle qui allait prier dans cette église tous les dimanches, la première messe du matin. Et ma mère qui les a demandé de la laisser prier avant qu'on la tue. Et puis ils ont rigolé. Ils ont dit que même Dieu vous a abandonné. Je me suis posé plusieurs questions, justement, après le génocide. J'ai eu la chance de pouvoir aller en Suisse, me faire soigner. C'est là qu'on m'a réparé. J'ai fait en tout 17 opérations. Mais j'étais à l'hôpital cantonal de Lausanne, au CHUV, puis à l'hôpital cantonal de Genève. Mais sur mon lit d'hôpital, je me posais plusieurs questions. Je me disais, si ma famille, si mes parents, ils auraient su que je survivrais, qu'est-ce qu'ils m'auraient demandé de faire? Connaissant mes parents, je ne pense pas qu'ils m'auraient demandé que je fasse la vengeance. Mais je pense qu'ils m'auraient demandé de ne pas les oublier, pour que personne n'oublie. Après plusieurs opérations, en 1996, après mes opérations, j'étais en Suisse, mais sans vraiment savoir s'il y avait quelqu'un de ma famille aussi qui avait pu survivre. J'avais un doute, j'étais en Suisse, puis j'avais pris des nouvelles. J'ai décidé de retourner au Rwanda. C'est un risque que j'ai pris. Et arrivé là-bas, à mon village, qui c'est je croise?
c'est mon bourreau, Simo Sibomana. Il était tranquille, il me croyait mort. Parce que pendant plusieurs années que j'étais en Suisse, il me croyait, il ne savait pas que j'étais encore en vie. Je suis allé le dénoncer pour qu'il paye quand même ce qu'il a fait. Et là, j'ai risqué ma vie. Je n'avais aucune protection. Il a tout fait pour m'éliminer. Parce que voilà, il ne comprenait pas comment le fait qu'il me voyait encore debout. Lui qui était tranquille, il considérait comme un sage. Mais il m'a pris pour un fou. Il s'expliquait comme quoi il ne fallait pas écouter Révérien avec tous les coups de machette qu'il a reçus sur la tête, qu'il est devenu fou, qu'il n'est pas normal, il ne fallait pas l'écouter. Voilà. Donc, j'avais aucune protection. Et c'est là, fin 96, que j'ai eu encore la chance de pouvoir retourner en Suisse, où je vis aujourd'hui. L'autre question que je me suis posée, voilà, je me suis dit, voilà, c'est Hutu, ils m'ont coupé le bras, ils m'ont arraché l'œil. Qu'est-ce que je peux faire, me venger autrement? J'ai décidé que c'est de vivre. C'est comme ça que je commençais à écrire avec une main, avec un œil. C'est ma façon de leur dire que les miens ne sont pas finis, qu'ils vivent, ils vivent en moi. J'aurais très bien pu rien faire, mais pour me protéger. Mais là, je me suis dit non, Révérien, tu auras participé à ton propre génocide. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est Hutu, c'est que ça soit oublié, que personne n'en parle. C'est ma seule façon pour dire aux miens qu'ils existent encore. Leur dire non. Même si aujourd'hui il m'arrive quoi que ce soit, je sais que c'est Hutu ne pourra pas tuer tout ce que j'ai écrit. Ils n'auraient jamais pensé que je puisse écrire avec une main, avec un œil. Et jusqu'à aujourd'hui, j'essaye, parce que deux fois, ce n'est jamais facile. Il y a des choses que deux fois, tu aimerais dire, que tu ne trouves pas les mots justes qu'il faut. Témoigner pour ne pas mourir. Ils m'ont tué, moi et toute ma famille, mais je ne suis pas mort. Maintenant, il y a 25 ans. C'est bien, voilà, qu'on commémore. Mais deux fois, on oublie que ce génocide a bien laissé derrière beaucoup de rescapés qui n'ont plus personne. Même si j'ai reçu des coups de machette, j'ai la chance. Je n'étais pas une fille ou une maman. Je n'ai pas été violée. J'en connais aujourd'hui qui ont le sida. Moi, je ne peux même pas me comparer avec ces femmes. Je témoigne pour qu'on n'oublie pas parce qu'il ne faut pas croire que... On croit que voilà, ça s'est passé en Afrique, c'est au Rwanda. Ce sont ces Africains qui s'entretuent. On est ici protégés. Et on croit que ça arrive qu'aux autres. Si vous ne vous souvenez pas, vous dire que c'est africain, ça vient, c'est trop loin, ça, à 7000 km d'ici. J'ai bien peur. Si vous ne faites rien, j'ai bien peur que plus tard, vous viviez la même chose que nous, les Tutsis. Ce que je ne peux pas accepter, ni pardonner, parce que pardonner, c'est trop facile à dire. On ne peut pas pardonner l'impardonnable. De deux, on ne peut pas pardonner à celui qui ne le regrette même pas, qui ne l'a jamais demandé.
on demande trop aux rescapés de pardonner celui qui ne veut même pas. Et puis encore, peut-être que je peux le faire pour moi. Est-ce que j'ai le droit de pardonner au nom de mes parents, de mes frères et sœurs, de ma famille? Est-ce que c'est pardonnable? Pardonner, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire accepter. Non, je n'accepte pas ce qu'ils ont fait. Je témoigne pour que personne n'oublie. Et surtout ne sombre dans l'indifférence. Le je m'en foutisme. Je vais essayer de vous lire quelque chose comme ça a été demandé par le président d'Ibuka France. Je vais commencer par ma mère parce que ma mère, je suis son premier enfant, j'étais l'aîné, j'étais trop attaché à elle et puis j'ai tout vu, donc jusqu'où j'ai même vu comment... J'avais jamais vu, j'ai vu ma mère tout nue. Hein. Alors, le meurtre de ma mère fut la pire atrocité à laquelle il me fut imposé d'assister. Les sœurs, les filles, les femmes des tueurs ont suivi ceci dans la cabane. C'est un massacre en famille, sous le regard des enfants. Les hommes coupent, les femmes et les filles pillent. Détroussa les cadavres, fouilla les poches, arracha les colliers, détacha les montres et les bracelets, emportant les souliers et les vêtements quand ils ne sont pas tachés de sang. Avant que ce moment ne frappe à ma mère, une fille écrit « Simon, attends, tu vas salir la robe. » L'assassin suspend son geste et il dit même à ma mère en le fixant « Arrête de prier, ça m'énerve. » Il se précipite vers elle et en lui ordonnant de se déshabiller. Ma mère, en rose, agenouillée, comme elle n'obéit pas assez vite à les regrets, l'une des filles l'a fait pivoter, lui arracha les habits jusqu'au soutien-gorge. Je la vois en moi, cette fille, Hutu. Elle porte un short, elle est nouée autour de sa taille, des dépouilles de ses victimes, des pagnes, des pulls, des pantalons, une sorte de boudin. Elle dénude entièrement ma mère. En riant, sans doute, veut-elle aussi humilier sa victime. Or, l'humiliation est une blessure pire qu'un coup de machette. Elle ne se pardonne pas. C'est ainsi que je vois ma mère, celle qui m'a donné la vie, comme je ne l'ai jamais vue, entièrement nue. La haine du Hutu, des Hutus, de tous les Hutus, se brille à moi. À cet instant, comme les dents d'un harpon qui ne pourra jamais être retiré tant qu'il pénètre loin dans la chair. Une haine noire, mortelle, intense, inextinguible et totale qui ne fait que redoubler, se multiplier 77 fois lorsque Sibomana prend tout son temps pour ouvrir le ventre de ma mère et que j'entends celle-ci murmurer « Papa, papa, pourquoi m'as-tu fait naître ?» Les yeux de son assassin, on les emporte avec soin dans la mort. Je n'oublierai jamais les prunelles noires de Simo Sibomana au moment où il abat un rame sur mon crâne. Elles sont gravées à moi pour toujours. Je suis incapable de décrire avec des mots d'adulte
ce que mes yeux d'enfant y ont lu. Un mélange étrange de détermination froide, de haine brûlante, de folie et de raisons d'application et de démence. Je sus alors que le diable existait et que je venais de croiser son regard. Simon vient de hacher Valence, qui s'est protonné contre moi. Le sang de mon cousin Germain m'asperge. Le cabaretien dresse à nouveau sa machette. Je lève le bras gauche devant ma tête par réflexe à hauteur du front, comme lorsque mon père voulait me porter une taloche, il frappe la lame. La lame s'abat et tranche mon poignet. Les mains et mon avant-bras tombent derrière moi. Un liquide chaud, épais, gicle. Je m'effondre dedans. Croit-il qu'il m'a tué ou préfère-t-il m'achever plus tard? J'ai déjà souligné la méthode pratiquée par les Hutus. Blessé lors d'une première tournée, laisser la victime mariner dans son jus et sa douleur, puis terminer le travail. Comme il le disait. Lors d'une seconde tournée, Soumana passe au suivant. C'est mon père. Une minute ou deux à peine se sont écoulées depuis que la porte a cédé. Mais combien de temps dure une telle minute? Des rats remplacent les cris. Des filles Hutus sortent avec leurs butins, suivis par les hommes. Ils laissent la porte ouverte, allument une cigarette sur le seuil et s'éloignent en commentant leur nettoyage. Le sol de la cahute est jonché de cadavres. Ce sont les miens. Il y a quelques centaines de secondes, ils étaient vivants. Je suis pétrifié. Je viens de voir assassiner mon père, ma mère, mes frères et sœurs, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, mes grand-mères, celle-ci, comme ma mère a été dénudée. Les Hutus lui ont arraché son pagne. Un carnage en une minute. 43 personnes abattues en moins d'une centaine de secondes. Toute ma famille. Suis-je mort? Et là, pas encore. J'ai un bras sa main. De goulinant de sang à un bras avec main. Le corps rougit et ruisselant dehors la nuit et tombe très vite. Des odeurs acides de feu, de feuilles, de bananiers se mêlent à la puanteur des cadavres en décomposition. Est-ce que je délire? Soudain, me parvient un murmure, une voix sort de charnier. Lurango, donne-moi à boire. Je ne rêve pas, je suis vivant. Lurango, c'est moi. Cette voix qui m'aide, c'est la voix de celle qui m'a baptisé ainsi, ma mère. Elle appelle, elle vit, je repousse le dépouille pour m'approcher à rampas dans la loge poisseuse. Son oreille gauche est coupée en deux et son ventre béant. Je tire la natte sur laquelle j'ai ma grand-mère pour la couvrir. Ses blessures exercent soif et j'arrache de pouvoir l'exaucer. La rafraîchir un peu. Nous n'avons ni gourde, ni robinet. Toutes les installations du monastère ont été fracassées. Ma cousine Kartas Mukanyonga, âgée de 7 ans, tenta une sortie désespérée cet après-midi pour chercher de l'eau. N'a pas couru 100 mètres qu'elle a rattrapé et m'acheté. Je ne peux que répéter et bêter, maman, es-tu blessé? Demande-t-elle. Le bras, ils m'ont coupé le bras, mais je crois que c'est ma seule blessure.
Enlève ton t-shirt et nu autour de la plaie pour arrêter le sang. Oui, oui, maman, je suis sûr qu'elle va survivre, qu'on va s'en sortir tous les deux. Elle ajoute dans un filet de voix, prends soin de ta petite sœur, celle de Claudette que je n'ai pas pu aider. Donc, un peu, j'essaye de témoigner, de transmettre, de leur dire qu'ils ne sont pas finis, qu'ils vivent en moi. Je ne compte pas pardonner à ces Hutus quand ils ont fait ça impardonnable. Il faudra peut-être changer mon ADN pour transformer pour que je puisse aimer les Hutus. Donc, notre devoir, c'est de ne jamais oublier. Je suis là pour partager parce que ce que nous, les Tutsis, nous avons vécu pendant le génocide, je le souhaite à personne d'autre. Pour qu'enfin le vrai, le fameux plus jamais ça, soit le vrai plus jamais ça. Dans cette cabane, j'ai encore les images de ma famille, parce qu'après qu'ils ont été brûlés, à part que les dents qui sont restés blancs, je ne reconnaissais plus personne. Et là, les Hutus, ils se promenaient, ils mangeaient tranquillement, les chiens, ils mangeaient le cadavre. Voilà, ils rigolaient quand ils me voyaient. Donc, ne rien faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est participer à mon propre génocide. Ça veut dire que je serai égoïste. J'aurai une dette envers ma famille. Ils vivent à moi pour toujours. Donc, je vais essayer de résumer par là parce que vu qu'on n'a pas trop de temps, ça me prendrait peut-être les 3 mois qu'a duré le génocide. Il y a des choses que j'aurais aimé trouver les mots justes pour le décrire, mais il n'y a pas de mots justes. Et ce qui fait peur aujourd'hui, c'est que quand même de voir que même 25 ans après, ces Hutus se promènent librement, surtout ici en France. Ça m'est arrivé une fois, j'avais fait une conférence en Belgique, j'ai été agressé par ces mêmes Hutus qui sont ici. Donc protégés, qui ne craignent rien. Ça fait peur. Même en Suisse où je vis, et pourtant je suis noir, mais je ne fréquente jamais l'endroit où il y a des noirs. Parce que je ne sais jamais qui sont ces gens-là. En plus, j'ai déjà reçu aussi des lettres de menaces. Voilà, qui me disent, ah, Révérien, mange, tout est bien, le travail n'est pas fini. On te connaît, tu ne nous connais pas. Puis moi, avec mes cicatrices en plus, donc je ne peux même pas me faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc je vais m'arrêter là, je vais passer la parole aux autres. C'est bien volontiers. Si vous avez des questions après, que je vous répondrai. Je vous remercie beaucoup. Merci. Il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, mais je crois qu'on va passer la parole et peut-être tout le débat ou les questions. Oui. On va passer la parole à César. Et après Adélaïde. On va commencer par les jeunes. Je croyais que c'était ladies first. On peut le voir aussi comme ça, c'est pas mal. Bonsoir. Je voulais d'abord commencer par vous remercier tous d'être là, pour nous écouter. Je remercie aussi le Mémorial de la Shoah, Ibuka France et toutes les personnes qui ont organisé cette table ronde. Comme ça a été dit, je m'appelle César Murangira. Je vis en Suisse actuellement et je suis normalement né au Rwanda, mais ça fait 23 ans bientôt que j'habite en Suisse.
Et je m'appelle César Murangira, je l'ai dit. Je dis aussi que je suis rescapé et Tutsi. Et c'est une identité qui est encore beaucoup plus inscrite en moi depuis que, en 1994, l'État rwandais de l'époque a décidé que je devais disparaître parce que j'étais Tutsi. Alors, je suis de Ndera, et quand je dis souvent Ndera, je vois sur les visages des Rwandais un petit sourire un peu suspect. Pourquoi? Parce que Ndera, c'est la seule colline du Rwanda à Kigali, dans la banlieue de Kigali, parce qu'il y a le seul hôpital psychiatrique. Alors ils pensent que tous les habitants de Ndera sont patients dans cet hôpital, mais ce n'est pas le cas. Je suis la preuve vivante que je ne suis pas un patient de l'hôpital psychiatrique de Ndera. Il y en a qui ont encore des doutes. Donc, j'ai grandi dans une famille d'enseignants. Mon père, Antoine, je vais toujours nommer les personnes parce que quand on dit souvent les victimes et puis on nomme pas les noms, voilà, moi je préfère le faire. Donc je vais vous parler des noms, donc vous allez tous les connaître après ma petite présentation. Donc Antoine avait 47 ans, c'était mon père, il était professeur de français, d'anglais et de maths. Il a enseigné dans des écoles techniques féminines où il enseignait surtout dans les écoles de la coopération suisse au Rwanda. C'est pour ça que je suis né en fait dans une commune de Tava, à Remera-Rukoma, parce qu'il y avait une école technique là-bas. Mais on n'y est pas resté plus longtemps. On est parti beaucoup plus vers Rwamagana, tout près de chez Amélie, où mon père aussi a enseigné dans un collège tronc commun. On a resté 2 ans, après on est revenu à Kigali, où c'était la région d'origine de mes parents, paternels. Donc, moi je connais Kendera, exactement, c'est là où j'ai mes derniers souvenirs, mes premiers souvenirs. J'avais 3 ans. C'est vraiment, je me rappelle bien, quand on a déménagé dans cette maison, il n'y avait pas d'électricité pour la première fois, où j'ai fait des cauchemars toute la nuit. C'est la première fois. Et en fait, je suis né aussi l'année où il y avait les pogroms, donc en 1973. Et moi, j'ai la chance, des fois, j'ai eu des témoignages de ma mère qui m'expliquaient comment elle a dû courir enceinte de presque 9 mois pour se cacher. Donc, je suis né avec le génocide. Il est inscrit à moi. Je n'y peux rien. Je ne vais pas vous raconter beaucoup dans le témoignage parce que ça a beaucoup été fait, il y a beaucoup de ressemblances, même si chaque témoignage particulier, j'ai eu la chance de pouvoir l'écrire. Donc, en 2016, j'ai publié ce livre, ça s'appelle « Un sachet d'hostie pour 5 », récit d'un rescapé du génocide des Tutsis commis en 1994 au Rwanda. Et là, j'ai expliqué un tout petit peu comment le calvaire, donc c'est le mot, qu'on a vécu en 3 semaines. Moi, j'ai vécu ça en 3 semaines, je dirais ça, mais pour ma famille, la grande partie, ça a duré 4 jours. Donc, j'étais l'aîné d'une famille de 6 enfants. Ma sœur Agrippine, qui avait 19 ans, Liliane, 17 ans, Jules, qui avait 15 ans, Théodate, 13 ans, et Laetitia, la cadette, qui avait 11 ans. Et tous les 5 frères et sœurs donc, ont été assassinés pendant le massacre qui a eu lieu en Ndera, au petit séminaire, un collège donc, des futurs prêtres, qui se trouve à Ndera, là où, à côté de l'hôpital psychiatrique. Et
c'était le 11 avril. Le 11 avril, c'est une date qui est gravée dans ma mémoire à jamais. Et dans la plupart du temps de la région d'Ondera. Et pendant 3 semaines, j'ai donc le massacre qui a eu le 11 avril, donc j'ai vu tout ce qui a été presque décrit ici. Et mes frères et sœurs sont tous morts. Enfin, les 2 premiers, en fait, sont morts le 9 avril chez mon grand-père, donc les plus jeunes, Théo et Laetitia. Et c'est pour ça que j'ai dû m'enfuir au petit séminaire. Donc j'avais fait un saut dans le témoignage. Donc le 11 avril, c'est là où je vais en venir. J'ai vu ce que les yeux d'un homme ne devaient pas voir. Et je vais le vivre pendant 3 semaines avec tous ces morts, où ce massacre a emporté plus d'1 millier de personnes. Je suis le seul survivant de ce massacre, sans blessure énorme, avec une maman, Joséphine, que je cite toujours dans mon témoignage, Joséphine Ndabarashi, qui a perdu ses 6 enfants et son mari ce jour-là. Je vais découvrir qu'elle a survécu au massacre auquel j'ai assisté 3-4 jours après, quand je l'ai entendu tousser dans une douche attenante à la mienne, où on était cachés les 2. C'est là où je l'ai découverte. Et ce jour-là, on s'est donné un pacte que si jamais je survivais, si jamais nous survivions, j'allais être son fils et elle allait être ma mère. Donc ce jour-là, en fait, je pensais que j'étais le seul dernier enfant de ma famille et je venais de m'avoir une maman, mais je ne savais pas encore combien de temps ça allait durer. Je ne vais pas vous décrire combien de temps tout cela, toutes les péripéties pendant ces 3 semaines que va durer notre cachette jusqu'à la libération le 1er mai par le FPR, par le Front patriotique rwandais, qui est arrivé en Ndera le 1er mai. Je l'ai décrit un tout petit peu dans mon récit. Pendant longtemps, j'ai essayé de trouver un moyen de le dire. Ça n'a pas toujours été simple. J'y reviendrai peut-être après. Donc, après la découverte de Joséphine, donc, on a essayé de survivre. Le 1er mai, on a survécu avec 3 autres personnes qui nous avaient rejoints en venant de l'extérieur. Et pendant toute cette période, j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir, de beaucoup essayer de comprendre qu'est-ce qui peut vraiment amener un homme à en tuer un autre, un État à organiser l'extermination d'une partie de son peuple. Je dois avouer que je n'ai pas eu de réponse. Je n'en ai pas trouvé encore aujourd'hui. Mais j'ai eu le temps aussi de réfléchir que si jamais je survivais, qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que j'allais devenir? Donc, quand je suis le 1er mai, quand j'ai été libéré, avec mes 4 autres compagnons, il y en avait qui étaient beaucoup blessés. Ils ont été évacués dans des hôpitaux, plus au nord, dans la région qui avait déjà été libérée. Et moi, par la force des choses, avec un des compagnons, Vincent, on va rejoindre nos libérateurs pour continuer à combattre les génocidaires et les vaincre, et surtout à essayer de sauver d'autres rescapés qui étaient à gauche, à droite, comme nous venions d'être libérés. Cela va durer 6 mois, cet engagement-là. Je dirais que aussi pendant cette période-là aussi, j'ai eu le temps de réfléchir, même si j'étais confronté à la mort tous les jours.
Je pouvais mourir d'un jour à l'autre. Mais après le génocide, c'est ça où je voulais vraiment en venir pour vous exposer un peu le cœur de mon petit mot d'aujourd'hui. C'est que j'étais obsédé par la transmission de ce que j'avais vu, de ce que j'avais vécu. Mais c'était la transmission à deux niveaux. Et l'un et l'autre n'étaient pas au même niveau à ce moment-là. La première transmission, comme j'étais le seul enfant survivant, c'était la transmission de mes gènes. Je voulais vraiment avoir des enfants. C'était quelque chose qui m'habitait. Je me disais, le génocide et les génocidaires ont voulu exterminer toute la famille. Je me posais toujours ces questions-là, mais je ne savais pas encore, en fait, que ma mère avait survécu. Ma mère biologique, qui avait été retrouvée agonisante et évacuée au nord du pays. Donc je l'ai retrouvée 6 mois après le génocide. On s'est vu au mois de novembre à Kigali, après avoir parcouru tout le pays, moi du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je reviens sur Kigali et on m'a dit qu'elle est vivante. Mais je ne voulais pas le croire parce que j'avais déjà fait son deuil. Et ça a été très terrible en fait le jour de nos retrouvailles parce que je me rappelle ce que je lui ai dit quand il m'a vu, elle était vraiment très contente. Vous imaginez une maman qui avait perdu tous ses 6 enfants, pensez. Elle était dans tous ses états, en plus son fils aîné. Elle était en train de se réjouir. Et puis moi, je me rappelle que le premier mot que je lui ai dit, mais pourquoi tu te réjouis? Et ça, c'est ce mot que je lui ai dit à ce moment-là m'a toujours... Excusez-moi. Donc, après ça, quand j'ai eu le temps vraiment de réfléchir sur ce que je voulais faire, devenir, c'était la transmission, parce que je me disais, il faut que je fasse quelque chose. Et par les hasards des choses, un jour, je rencontre une dame âgée et qui me dit, une fois, elle m'a vu, je ne sais pas si elle a vu la tristesse dans mes yeux, elle m'a regardé, elle m'a dit, mon fils, je ne la connaissais pas. Et elle a dit en Kinyarwanda, mwana wanjye, umuti w'urupfu ni ukubyara. Mon enfant, le remède à la mort, c'est procréer. Et ça a fait beaucoup sens à ce moment-là, ce que cette dame m'a dit. Voilà, je vais vous lire un petit extrait par rapport à cette histoire que j'ai écrite. Après le génocide, j'étais obsédé par l'idée de mourir sans laisser de descendance. J'avais l'impression que j'allais trahir mon père et ma mère, mes sœurs et mes frères, si je ne tenais pas la promesse que je m'étais faite de donner la vie au plus vite. Dans ma douche cachette, où je me cachais pendant les 3 semaines. L'arbre des Murangira, donc mon nom de famille de mon père, risquait alors de disparaître à jamais avec moi. Son néant après ma mort m'angoissait à tel point que je ne savais pas par quel bout commencer. Pour donner une descendance, il fallait d'abord trouver une épouse. Et pour avoir une épouse, il fallait d'abord être prêt à fonder une famille, avoir des moyens de l'entretenir. Or, j'avais tout perdu pendant le génocide. Je n'avais plus ni famille sur laquelle m'appuyer, ni maison, ni travail, ni perspective. Je savais que je devais faire des études, apprendre un métier. Je n'avais pas les moyens de les payer. Je ne voulais pas non plus donner naissance à un enfant sans assumer mes responsabilités de père et surtout sans pouvoir lui fournir un foyer pour l'aider à prendre ses marques dans la société. Je me retrouvais dans une situation difficile, mais je n'ai jamais cessé de croire en la possibilité de devenir père. Je me disais un jour, je vais y arriver, sauf accident. Il ne m'est jamais venu à l'idée que je puisse être stérile, non. Je voulais être papa et transmettre mes gènes, ceux de mes parents, de mes grands-parents, et ainsi de suite. Je voulais laisser une trace, non seulement génétique, mais aussi une trace de leur existence. Je ne pouvais pas attendre la fin de mes études. Et
Et justement, j'ai eu la chance. En 1999, le 19 avril, ce soir-là, couché sur mon canapé, je ferme les yeux et répète sans arrêt, « Je suis papa, je suis papa ». Nous sommes le 19 avril 1999. J'habite un appartement surplombant les falaises de la Sarine, une petite rivière qui coule paisiblement dans le canton de Fribourg en Suisse. C'est dans ce coin, loin du Rwanda, que j'ai fait mon nid. Je viens quelques heures plus tôt de vivre l'événement le plus important de ma vie, la naissance de ma fille, Larissa. J'ai de la peine encore à le croire. Pourtant, je l'ai bien serrée dans mes bras longtemps. Elle est née à 2 heures du matin. Je n'ai pas eu le courage de couper le cordon ombilical. Je m'y étais pourtant préparé mentalement. Mais au moment où la sage-femme m'a tendu les ciseaux, je n'ai pas pu. Il y avait assez d'émotions comme ça. Je suis maintenant seul dans l'appartement parce que le bébé et sa maman doivent passer encore quelques jours à l'hôpital. Mais tout se passe bien. Je me pince la peau du bras pour réaliser que je ne suis pas dans un rêve. Je suis vraiment papa depuis quelques heures. Les émotions ressenties pendant la naissance de ma fille et pendant les longs moments passés avec elle sont tout simplement énormes. J'ai l'impression d'avoir maintenant donné un sens à ma vie, d'avoir compris pourquoi j'étais sur Terre. Surtout, je me disais, la famille de Murangila n'est pas morte. D'un grand arbre centenaire abattu à ras le sol vient de surgir une petite branche avec des promesses de pousser vers les cieux. J'avais choisi de l'appeler Igihozo, ou consolatrice. Elle venait de naître, mais elle avait déjà des responsabilités. Je me sentais grandir d'un coup. J'avais maintenant moi aussi des responsabilités envers un être cher que j'avais tant voulu avoir. Je me sentais béni pour parler comme des croyants. Donc après avoir eu la chance d'avoir Larissa, 3 ans après j'ai eu Evan, un garçon. Ils sont tous bien portants aujourd'hui. Larissa va avoir 20 ans et Evan 17 ans. Et donc après la transmission, la mission accomplie, comment je dirais, même si ça a été un peu compliqué, mais je l'explique aussi parce que je ne l'ai pas aussi bien vécu que ça, parce que je me suis trop posé de questions par rapport au fait de donner la vie, être père, avoir la responsabilité de mettre un être humain sur cette terre, sur cette terre où j'ai vu l'homme faire vraiment du mal à l'autre. Et je me dis que j'ai la responsabilité de procréer, d'avoir un enfant. Et cet enfant, est-ce que j'aurai la capacité de le protéger alors que mon père ne l'a pas pu? Je me suis posé des questions, j'ai passé des nuits blanches, mais après, quand je les ai vus arriver, tous ces soucis se sont envolés. Donc j'avais une deuxième mission de transmission où je me disais, oui, j'ai vu mourir tous ces gens et je devais porter leur mémoire. J'étais leur porte-parole, leur porte-voix et je ne pouvais pas me taire. Mais ce cheminement n'a pas été simple. Pendant 6 ans, je n'ai pas parlé. J'ai gardé tout ça en moi, ça a tourné, tournoyé. Ça m'a rendu malade. J'ai passé toutes les étapes. Mais j'ai essayé toujours de me soigner par la lecture. Tout le monde l'a dit ici ce matin. Ça faisait beaucoup référence à tout ce que j'ai vécu aussi. La lecture m'a beaucoup sauvé, m'a fait beaucoup comprendre aussi tout ce processus. Et surtout, une chose que j'ai comprise, c'est que, je crois avoir compris, c'est que personne ne pouvait m'aider à vivre les traumatismes créés par ce génocide, même étant le plus diplômé possible. C'était pas simple. D'autant plus que je faisais pas beaucoup confiance en l'être humain. Donc, la mission de transmission, elle va commencer en 2000. Je ne sais pas pourquoi en 2000, mais le premier témoignage, je vais le donner publiquement, mais uniquement, en fait,
pour le donner à ma mère, qui ne savait pas exactement qu'est-ce qui s'était passé. Parce que moi, je connaissais toute l'histoire de la famille, des amis qui sont tous morts. Mais elle, comme elle avait été attaquée parmi les premiers, donc elle ne savait pas ce qui s'est passé. Donc c'était imaginer l'histoire, comment j'avais survécu. Elle l'a racontée partout. Mais elle était bien sûr fausse parce que ce n'était pas le cas. Donc ce jour-là, j'ai eu la chance pendant la commémoration Ibuka Suisse à l'époque, c'est là où j'ai témoigné en premier. Et ça m'a libéré. Mais pendant tout ce temps, en fait, j'avais beaucoup écrit. Beaucoup. Je m'étais même enregistré sur des anciennes cassettes avec les cordes, si vous vous rappelez. Et tout ça, j'avais tout ça, mais je gardais. Et puis, au moment où j'ai décidé de témoigner, je me posais toujours la question, mais comment le dire? Est-ce que si je dis tout ça, comment les gens vont me considérer? Est-ce que je vais être réduit à ça, à l'humiliation de vivre caché dans les toilettes et les douches pendant 3 semaines, d'être pourchassé comme un animal et de parler un peu d'intimité de soi, quelque part, de sa famille aussi. Et vraiment, je ne savais pas par quel bout commencer. Et c'est petit à petit que tout cela s'est construit. Et qu'avec des amis rescapés, on a commencé un peu à se réunir, à essayer de partager les expériences et plus tard de les partager aux autres personnes qu'on pensait qui pouvaient. Au départ, les gens, ils n'étaient pas très... D'ailleurs, dans la communauté rwandaise de Suisse, ils n'étaient pas très réceptifs. Ils trouvaient qu'on étalait trop la douleur sur la place publique. Il y a eu beaucoup de détermination de notre part pour imposer ce témoignage-là. Je ne sais pas si ça a été bien ou pas, mais ça a libéré en tout cas tout le monde, aussi même les plus âgés qui ont vécu les pogroms des années 60, 70, 73, de pouvoir aussi témoigner. Donc aujourd'hui, ça fait pratiquement 20 ans que je suis... non, ça va faire, 19 ans à peu près que je suis dans... comment dire, je fais vraiment beaucoup de témoignages un peu partout. Je partage, j'encourage aussi les autres rescapés à le faire. On se rencontre chaque année en Suisse, ça fait 12e année, pour essayer de libérer la parole, d'aider les autres qui ne peuvent pas encore le faire. Et quand j'ai décidé finalement à publier, ça n'a pas été un parcours facile, parce qu'en fait, j'ai écrit le témoignage tout seul. C'est un récit un peu brut, mais un peu relu par des professionnels, mais tout ça, ça a été écrit par moi. Et la publication a été difficile parce que c'est pas toujours simple de trouver une maison d'édition. Et ça, c'est le propre de plusieurs. Ça a été un chemin de combattant, mais j'étais déterminé à le faire. Et voilà, ça, c'est un souci toujours qui existe. Je rêve toujours d'avoir les moyens de créer ma propre maison d'édition un jour. Je vais arrêter là pour laisser la parole aux autres. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Adélaïde. Ah oui, c'est à toi. 25 ans déjà. Je ne le sais que par mes cheveux qui grisonnent et mes genoux qui grincent. À part ça, tout est resté et figé dans cette maudite année 94. Chers amis, je vais vous appeler ainsi, même si mon frère avait dit que le maire de notre commune était son ami et c'est lui qui nous a exterminés. Maintenant, même quand j'écris une lettre à cher ami, je pense au mot « inshuti ». Oui, mon frère avait dit « le maire ni inshuti yanjye ».
Chers amis, donc je vais vous appeler ainsi. Si vous êtes là, si vous avez tenu toute la journée, si vous avez laissé de côté votre dimanche soir pour venir écouter notre parole fragile, je pense que je peux oublier le maire, que vous êtes vraiment nos amis chers. Ou alors qu'après moi, après cette séance, que nous allons échanger nos 06 ou nos 07. Chers amis, cette maison dans laquelle nous avons franchi le seuil, nous avons pris place, nous avons pris la parole. Cette maison ne nous invitait pas à pleurer, même si j'ai pleuré toute la journée. Cette maison, elle nous invite bien évidemment à partager notre douleur, nos blessures, mais à nous redresser, à ne pas baisser la garde. J'imagine souvent vraiment que ceux qui sont revenus des camps, je ne vais pas être prophète de malheur, mais j'imagine souvent qu'ils n'auraient pas pensé entendre Toulouse, hyper cachère, cette haine qui pousse à tronçonner un arbre, l'arbre d'Ilan, torturé à la douceur de l'âge. Ce mal qui nous a frappés, je pense qu'il est mutant. Dans cet Occident qui a tout vu, tout connu, et qui parfois nous pense comme notre modèle, et qui maintenant, au moment où je vous parle, je le vois pencher vers les extrêmes droites. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle fabrique, d'un bouc émissaire, et je me demande qui sera le prochain, l'ancien, l'habituel juif, le nouveau, le migrant, celui qui a la pommade. Enfin, cette maison, elle nous invite à la lutte contre cette logique déshumanisante. Et j'espère bien fort que cette maison nous invite à faire une mémoire ensemble. Vraiment. Nous avons subi l'injustice la plus absolue. Être tué pour le seul crime d'être né. C'est-à-dire, dans d'autres termes, que moi, Adélaïde Mukantabana, je suis née criminelle et que j'ai mis au monde des petits criminels dans la patrie de la Rubanda Nyamwinshi, là-bas. Une condamnation exceptionnelle sans procès. Et à partir du 1er octobre 1990, je deviens l'ennemi de l'intérieur. Moi, mes enfants, ma grand-mère, tout le monde. Un cafard pour le peuple majoritaire Hutu, et même pour mon voisin avec lequel j'avais tout partagé. Un cafard, un ennemi de l'intérieur. Moi, aujourd'hui, je me définis comme un échec du plan d'extermination qui a échoué ici parmi vous. Un échec avec les mots, parce que les mots me manquent, ou que je le trouve, comme mon cher ami,
tout souillé ou dépourvu de sens. Je ne sais plus écrire une lettre en commençant par « cher ami ». Les mots. Je pense tout de même que c'est un défi ce qu'on nous demande de faire, de dire ça dans quelques mots et dans quelques minutes. Je n'accuse personne, hein. C'est peut-être comme ça, mais c'est tout de même un défi. Les mots. Agahomamunwa, Venozon, c'est le titre de mon livre. Ce mot, je l'ai entendu pour la première fois dans les balbutiements entre les cris étouffés et les larmes de ma mère en février 1973. Les Hutus de ma colline avaient coupé les vaches, les tendons des vaches. Il y en avait une qui avait vélé la veille et elle pleurait, la vache. Elle avait les larmes aux yeux, la vache. J'avais alors 11 ans. Ça recommence que se chuchote mon papa et ma maman, m'apprend soudain qu'ils avaient déjà connu ça. Commence alors la vie entre la peur, le bonheur et la détresse jusqu'à l'année finale 1994. J'avais alors 32 ans. Mon père, il en avait 64. Il me disait, dans sa tendresse ironique, presque comique, « Tu es ma moitié ». Urangwa Muntege, disait-il, et il s'appelait Ntege. Et Ntege en Kinyarwanda, ça veut dire la force. Depuis 25 ans, Ntege, la force. La force se vit dans moi. Depuis 25 ans, pendant que les autres sont pétris de bonheur du souvenir des leurs, moi je suis pétrifiée à la pensée des atrocités qui s'est abattue sur eux. J'ai souvent, le bruit des machettes dans ma tête qui se sont succédés sur les petits corps de mes enfants, âgés alors de 11 et 10 ans. Chers amis, on ne triche pas avec le génocide. J'ai essayé de le faire. J'ai essayé de m'enfuir du Rwanda, de renier la nationalité rwandaise et de ne pas parler la langue à mes enfants. J'ai essayé, j'ai tout fait, mais le génocide m'a rattrapé. Pour vous, c'est pareil. On ne triche pas avec le génocide. On le reconnaît, on le crie. Ou on ne le reconnaît pas, on le nie. Il n'y a pas d'intermédiaire parce que l'indifférence, c'est une participation. Permettez-moi de vous parler d'eux. Vous ne les connaissiez pas, ce n'étaient pas vos amis, mais je suis persuadée qu'ils faisaient partie de votre communauté, la communauté des humains, et que c'est par eux que moi, je faisais partie d'une famille, que j'étais une enfant, une sœur et une mère à part entière.
avant que je vous parle d'eux, avec un petit soutien des photos que j'ai glanées un peu partout, je vous donnerai très brièvement la légende de chaque photo. Je vais d'abord vous montrer quelques textes, quelques extraits qui sont dans mon livre, Agahoma Monoa, pour moi, l'innommable pour vous. Et ces extraits, je me les approprie parce que en écrivant, je ne me sentais pas légitime, ou alors tout le temps que j'avais passé à dire que je ne voudrais pas être mêlée de cette histoire. J'avais besoin des béquilles, j'avais besoin des gens qui ont parlé comme moi et des gens qui vont m'aider à faire comprendre. Parce que quand j'ai commencé à écrire, je voulais faire comprendre à mes amis et surtout je voulais parler à mes enfants à qui j'avais caché toute l'histoire. Je voulais vraiment que mes enfants deviennent des petits Français et puis le Rwanda, rien à faire. Donc les extraits de textes qui sont dans mon livre, si vous avez envie de les lire à haute voix, il y a quelqu'un qui peut lire, ou alors si vous voulez les lire silencieusement, c'est comme vous voulez. Mais j'aime bien que le texte soit porté par niveau pour qu'on entende, pour qu'on ait une lecture commune. Je voudrais qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui lise ce qu'il y a derrière moi. Oui. Entre chaque aube et chaque crépuscule, 10 000 innocents sont décapités, jetés dans les rivières, offerts en pâture à des chiens, devenus aussi féroces et assoiffés de sang que leurs maîtres. Mitraillés, dépecés, violés, brûlés vifs, enterrés vivants ou précipités dans les fosses septiques, le tout au milieu des ricanements de mères de famille, de pères de famille et de gamins hilars, écrira l'écrivain djiboutien Abdourahmane Ouaberi. Merci, madame. Donc, Abdourahmane Ouaberi écrit dans le collectif d'écrire par devoir de mémoire, mais pour moi, il écrit un peu tard parce qu'il écrit 4 ans après. Ça faisait 4 ans que j'attendais qu'un Africain parle du génocide, mais il en parle vraiment dans sa crudité. 2000 quelques bleus, 300 marines américains stationnés au Burundi, les 500 hommes des forces spéciales déployés pour l'opération Amaryllis, ainsi que le bataillon du FPR assiégé dans l'immeuble du CND, nous approchons de 4000 soldats qui pouvaient tuer le génocide dans l'œuf. Lieutenant-général Roméo Dallaire, commandant de la Minuar. Je pense que je n'ai pas beaucoup de choses à vous expliquer là-dedans. Ce passage, je le mets dans mon livre pour montrer que ce génocide était évitable. Il le dit, il avait les moyens pour le tuer dans l'œuf. Comment raconter une vérité peu crédible? Comment susciter l'imagination de l'inimaginable, si ce n'est en élaborant, en travaillant la réalité, en la mettant en perspective, avec un peu d'artifice donc. Georges Samprin, il fallait que je le cite parce qu'il m'a beaucoup aidé. Bien des années, je me demandais comment dire ça, comment raconter quelque chose qui me paraissait suffisamment inconcevable. Il ne faut pas croire que le caractère horrible
de ce qui est en train de se passer là-bas ait la même signification pour eux et pour nous. Charles Pasqua. Je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, mais moi, quand il était ministre de l'Intérieur quand j'arrivais en France. J'appelle ça, de un génocide d'État, et de deux, le mépris, de trois, moi, je n'éprouve pas de douleur, ni de sentiment d'ailleurs. Voilà. Aussi et davantage une alerte. Sur les collines du Rwanda, un pas de plus a sans doute été franchi dans l'histoire infinie de la destructivité humaine. Réveillera-t-elle les endormis ? La question de Gérard Rabinovitch reste posée. La carte du Rwanda que je mets dans mon livre, je pense que je n'ai pas, comme je fais dans les lycées, à vous dire au nord, le petit pays, une région de France. Moi, quand je mets cette carte dans mon livre, je suis en train de me demander, est-ce que ce pays avait des voisins? Est-ce qu'ils ont entendu les 3 mois de douleur, les 3 mois de travail pour les Hutus? Ma région de Butare, au sud, où le génocide, donc exceptionnellement à Butare, on avait un préfet issu des accords d'Arusha qui était Tutsi et qui a pu contenir 10 ou 11 jours. Après, il a été assassiné et le génocide a pu commencer. Et j'ai vu que, par exemple, l'opération Amaryllis met 7 heures pour arriver à Kigali. Je dis, pourquoi une semaine, ma préfecture n'a pas été protégée? Et le génocide qui a commencé donc 10 à 11 jours après le 7 avril à Butare, ils ont mis tellement de zèle que la préfecture de Butare, c'est la préfecture qui a moins de survivants au Rwanda. Une photo que je mets, comme dit Georges Samprin, c'est une photo que j'ai plagiée quelque part dans le livre d'un photographe. On fera payer des droits peut-être un jour. Mais je la mets cette photo parce que ma grand-mère, elle me disait sur leur colline, elles allaient préparer le beurre avec les voisines, Hutu ou Tutsi. Elles ne se regardaient pas dans les yeux pour dire, toi, tu es Hutu, tu ne viens pas dans notre club. Une coiffure qui me faisait rire avec mes tantes, parce que ma grand-mère, au fait, j'ai calculé, il n'y a pas très longtemps, je croyais que ma grand-mère était vieille, en fait. Et j'ai calculé, en fait, elle a eu ma maman à l'âge de 17 ans. Comme ma maman, elle devait avoir 60 ans en 94, donc elle avait que 77 ans. Mais je croyais qu'elle avait été tuée vieille. Elle nous disait, ma grand-mère, elle nous disait qu'elle est allée se marier coiffée comme ça. Et on se mettait à rire, moi et mes tantes et moi. Et surtout, mes tantes, parce qu'elle rigolait beaucoup avec ma grand-mère. Ma grand-mère, elle était vraiment belle. C'était une femme avec les cheveux blancs, sans teinture, sans rides. Et j'aimais bien quand elle me disait, il ne faut pas que tu oublies de sourire, hein, parce que quand tu ne souris pas, non seulement tu es moche, mais encore tu es en train de mourir. Et cette coiffure, je la mets dans mon livre aussi pour raconter aussi à mes enfants que j'ai eu une grand-mère, mais aussi parce que cette coupe,
je ne l'ai jamais vu. Les deux républiques Hutu avaient interdit ça. C'était une écriture Tutsi. Ça n'existait plus. La danse des garçons, Inhore, pareil, comme les femmes. Tu sais bien danser, tu es Hutu, tu es Tutsi, et surtout tu es toi, parce que la majorité de ces garçons, c'était des toi. Tu danses. Tu danses bien, tu es dans le club. L'essentiel sur cette photo, c'est moi qui l'ai prise. Je l'ai prise au bord du lac Moisi. C'est une imitation. Et moi, j'étais contente de voir cette chose-là. J'ai grandi sans voir ça parce que tout ce qui concernait la tradition, le Rwanda ancien, j'ai jamais vu ça. J'ai grandi sans voir ça. Pour moi, c'est comme si le Rwanda a commencé à exister avec la révolution qu'ils ont appelée la révolution sociale, mais la révolution Hutu, en fait, de 1959. Aussi, c'est une sorte d'autosatisfaction donc, que je mets dans mon livre, parce que mon père, il nous racontait que pour aller à l'école normale à Zaza, où il est allé en 1946, il avait 16 ans, il a dû faire cette école-là de berger. Il fallait que son père lui donne le premier diplôme. Donc, pour l'avoir, il fallait qu'il sache se construire ce kawe. Ce kawe, il est fabriqué en feuilles de bananier, ici. Et donc, j'imagine mon père, jeune garçon, parce que je ne peux pas trouver une photo. Donc, c'est mon imagination qui marche. Voilà ma famille en 1972. J'avais 11 ans. Je suis née, comme on dit, dans une famille de 10 enfants, mais je suis la 5e, donc les autres, ils sont nés derrière moi. Et sur cette photo, la petite dernière, qui est née en 1977, elle n'est pas sur la photo, justement, parce que la photo, elle est datée de 1972. Et c'est quoi l'histoire de cette photo? En fait, en 1972, ma tante, la sœur de mon père, qui était partie au Burundi dans les massacres de 1959, elle n'était jamais revenue au Rwanda. Elle est revenue en 1972. Je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue. Et mon père, il était tellement content. Mais moi, ce qui m'inquiétait, c'est que ma tante n'avait pas le droit d'aller au soleil. Elle est restée cachée à la maison. En fait, c'est parce que les réfugiés Tutsis n'avaient pas le droit au retour. Ils n'avaient pas le droit de revenir. S'ils revenaient, il fallait les cacher. Il ne fallait pas que nos voisins sachent qu'il y a un cafard qui est revenu à la maison. Et donc, mon père nous aligne comme ça, tchac, il faut qu'on vous prenne en photo. Et parce que ma sœur, elle doit retourner au Burundi, il faut qu'elle parte avec notre photo parce qu'on ne sait pas si on la reverra. En fait, c'est ce qui s'est passé parce que ma tante, elle est revenue après le génocide en 1994 et c'est elle qui me donne cette photo. Vous voyez, donc pendant que les autres ont une photo de leur enfance, moi, ma première photo, c'est celle-là où j'ai 11 ans. C'est la même photo pour les mêmes objectifs pour ma tante en 1972. Donc, c'est papa et maman. Et gardez en mémoire le bébé que ma mère dans les bras. Je vais vous la montrer en 1994 parce que j'ai pu retrouver une photo. Là, c'est mon frère Jean. Alors, mon frère Jean, c'est mon aîné. Quand il a eu 20 ans et que j'avais 18 ans, on a voulu fuir le Rwanda tous les deux. On est parti au Burundi. On est arrivé au Burundi, mais on a dit, mais nos cousins ne nous ont pas reconnus.
on est revenu au Rwanda, bredouille. Donc, il m'a dit, écoute, tu as ton petit diplôme, tu vas enseigner, et moi, je vais faire l'infirmier. Et puis, il y avait une annonce à l'école supérieure militaire. Il y avait une annonce qui demandait les infirmiers sportifs. Et mon frère, il remplissait les deux conditions. Il était infirmier et sportif. Il va s'inscrire. Il va passer le premier entretien. Au deuxième entretien, le capitaine, il le regarde et lui dit « Mais t'es de quelle ethnie, toi ?» Il dit vous regardez, capitaine, sur ma carte d'identité. Il regarde sur la carte d'identité. Il fait « Ah bon, t'es Tutsi et comment t'es arrivé ici ?» Il dit « Non, nous ne prenons pas des candidats Tutsi. » Il est reparti. Et l'année qui a suivi, 3 ou 4 ans, il a eu une bourse pour aller faire une spécialité de santé publique à Dakar. Il est parti à Dakar et il est revenu au Rwanda en 1991. En 1991, il a été arrêté à l'aéroport, on a fouillé, on a tout secoué dans les slips. Et puis on lui dit, écoute, tu dois être quand même, c'est pas possible, tu dois quand même être un complice du FPR. Donc mon frère ne connaissait pas ça parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été au Rwanda. Et il rentre à la maison, il me dit, ma sœur, je te confie mes valises, il faut que j'aille voir ces gens dont je suis complice et que je ne connais pas. Donc il a rejoint le maquis en 1991. Je vais vite, il a combattu comme les autres, ils ont gagné le pays. En 1994, moi j'étais à Bordeaux, l'été 1994. Il m'envoie des lettres, comme quoi, quand ils sont arrivés chez nous, au sud du Rwanda, donc, il me dit, on est arrivés, les Hutus, ils avaient tué tout le monde et ils avaient passé la frontière, ils étaient tous de l'autre côté du Burundi. Plus tard, vers Noël, en décembre, donc j'étais à Bordeaux, je ne pensais pas arriver à Noël, je ne pensais pas passer Noël, je pensais que c'était mon dernier Noël, le Noël de 1994. Et lui aussi, que je pensais revoir, il m'écrivait des lettres, mais des lettres désespérées. Oui, on a conquis le pays, mais je me suis battue pour rien, j'ai sauvé personne, et peut-être toi. Il utilisait le mot comme si j'étais perché quelque part sur un truc où je risquais de tomber. Et toi, perché là-haut, je ne sais pas si tu es bien portant, comme si je pensais qu'il était en train de m'imaginer folle. Donc, mon frère, il n'a pas tenu. En 1996, il est mort. On dit accident de moto, mais je pense qu'il s'est suicidé. Voilà ma petite sœur, l'avant-dernière, elle s'appelait Consolée. Donc c'est celle qui est dans les bras de mes parents en 1972, parce qu'elle est née en 1971. En 1994, elle a été tuée, elle avait 23 ans. Antoine, il était plus jeune que moi. C'est la petite photo que m'a donnée aussi ma tante. Parce qu'Antoine, il est passé au Burundi en 6e. Parce que... il n'a pas pu rester à l'étranger. Il est revenu au Rwanda. En 1994, il était marié à une fille Hutu. Et c'est... sa belle famille est venue chercher leur fille et ils ont assassiné Antoine. Antoine a été assassiné par ses beaux-frères. Ma grande sœur, l'aînée de la famille, je suis contente d'avoir sa photo, mais je suis heureuse d'avoir sa fille parce que
par hasard, en 1994, quand j'ai fui avec mes 2 bébés, il y avait chez moi ma nièce, donc la fille de ma sœur, qui est à Bordeaux et qui ressemble énormément à sa maman. C'est une belle dame, elle a 3 enfants maintenant. Ma petite sœur Concessa, avec son amie Émérance, donc la sœur de Amélie. C'est une photo que me donne la fille de Concessa, qui est vivante, qui est au Rwanda. Elle me confie cette photo en me disant « va me la faire travailler, il faut bien que j'ai une belle photo de ma maman ». Donc ma nièce, elle avait 6 ans, parce que j'ai vaguement des souvenirs d'elle, et on me dit que je lui ressemble. Donc fais-moi une belle photo pour que je puisse la mettre dans un cadre, dans mon salon. Donc j'arrive, et c'est au moment presque que je commence à penser à élaborer un récit. Je suis devant ma petite sœur, c'est comme ça, je dois la mettre dans mon livre, mais sa copine, je ne la connaissais pas. Je pensais que c'était une grande amie de ma sœur, parce que tout le temps à la maison, on avait entendu parler d'Émérance, mais on ne l'avait jamais vue. C'était sa copine de Kigali, et nous, on habitait à Butare. J'ai pensé la flouter, et je me suis dit, si elle est vivante, elle me donnera peut-être, je la retrouverai, elle me donnera des souvenirs de ma sœur. Et j'ai pas flouté, et je suis contente, parce que non seulement ma nièce m'en aurait voulu d'avoir flouté la copine de sa mère, mais encore je n'aurais pas su que je rendais hommage à la petite sœur d'Amélie. Mon grand frère Jean Lutayengwa, il est mort, il n'avait même pas encore eu son premier salaire, parce qu'il avait été diplômé en 1994, et il a été tué avec ses 2 aînés. Il avait 4 enfants, et il y a 2 petits qui sont vivants. Et c'est celui-là qui me disait « Et le maire ne va pas nous tuer, c'est mon ami ». Ma photo de mariage, 1982, je suis mariée très jeune, enfin je pense, et tout le monde est sur cette photo, il n'y a que moi et mon ex-mari qui sont vivants, et mon jeune frère qui est en short aussi, donc on est 3 sur cette photo. Si nous tous au monde là, c'est que ça comme souvenir, mais il faut que je vous raconte comment j'ai cette photo. En 1980, quand je sors de l'école normale, j'ai 18 ans, et j'ai des élèves de 11-12 ans. Et parmi ces élèves, il y en avait un, il était doué, mais énormément doué. Mais il était tout petit. Et cet élève, c'est le petit frère de Dédi. C'est son grand frère, en fait. Dédi, c'est Philibert que vous avez vu. Et donc, il n'est pas passé à l'école secondaire, et ses parents lui ont envoyé au Zaïre. Et on faisait une correspondance. Je lui ai envoyé des lettres, des photos. Je me suis mariée, je lui ai envoyé une photo. Et donc il s'appelle Guillaume. C'est Guillaume qui me donne cette photo après le génocide en 1994. C'est encore une fois la photo de mon frère Jean. Je vous ai raconté, celui-là qui a
une casquette sur la tête. Là, c'était au moment des pauses, après les accords d'Arusha, la guerre n'était pas aussi intense. Donc, ils avaient des moments où ils se construisaient des cabanes, ils s'amusaient. Et il y en a un qui est dans cette cabane, qui est vivant et qui m'a donné cette photo. En 1988, je suis désolée. En 1988, j'avais 3 enfants. Sur les extrémités, c'est mes 2 garçons. Donc là, ils sont encore petits. Et en 1994, ils étaient plus grands. Donc mon aîné avait 11 ans. Il s'appelait Blaise. On l'avait surnommé Petit. Et son petit frère, il est né à Noël. On l'avait surnommé Gatiende. Ils ont été tous les 2 tués. Et au milieu, leur sœur, elle s'appelle Bertine, mais nous l'appelons Mimi. Elle est vivante. Elle est vivante, vivante. Comme dit Esther. Et elle m'a rejoint à Bordeaux en 1996, 2 ans après. Et je ne sais pas comment on dit, mais au Rwanda, on m'appelait Maman Petit. Et maintenant, quand je retourne, les gens, ils ont peur de me nommer. Les plus courageux, ils me disent Maman Mimi, mais ils se retractent tout de suite parce qu'ils m'ont toujours appelé Maman Petit. Voilà comment ça se passe le génocide. Ça te prive même de ton nom. Oui, on peut continuer. Pour ceux qui parlent le Kinyarwanda, ça, on appelle ça un Kinyarwanda parce que les Rwandais ils sont quand même assez comiques et ils appellent ça Kurati Nkovu z'imiringa. C'est moi à l'âge de 20 ans avec toute la beauté, donc ça, c'est Guillaume qui me donne cette photo. Et derrière, il avait écrit 1982, ma maîtresse. Je vais aller plus vite. Ça, c'est la photo du mémorial de chez moi. Et c'est là qu'ils sont tous. Et c'est là qu'on m'a dit, ils sont tous là. Hein? Probablement que tes enfants sont là-bas. C'est 4 fosses communes où on me dit il y a à peu près 38 000 au saumon. Et voilà, ça s'appelle un mémorial. Voilà. Une photo quand je réussis à ramener mes enfants au Rwanda en 2008. 14 ans après, on arrive chez mon oncle et je suis contente d'entendre quelqu'un qui dit à mes enfants, votre maman, elle est ressemblée à sa mère. Parce que parfois, mes enfants, ceux-là qui avaient 2 ans, ils me demandaient, t'as eu une maman, toi? Ou alors, à quoi ressemblait ton père? Et lui, il leur dit, elle sourit comme sa maman et j'ai partagé une bière avec son père. On arrive à la fin, donc la mémoire dans la commune où j'ai habité pendant 23 ans, à Bègle, c'est l'homme debout.
l'homme debout que Bruce Clark nous a offert, c'est une invitation à nous relever, nous les survivants, la dignité pour tous ceux qui sont plus là. Je pense que je suis en train de dépasser le temps largement. Oui, je vous ai dit que c'est un défi, donc. Mais la commune de Bègle est dans un autre registre parce que il y a un homme debout sur une chapelle. Je me dis que c'est un premier pas de reconnaissance de ce génocide des Tutsis et qu'il y a d'autres pas à faire pour reconnaître ce génocide des Tutsis. Si vous voulez, on va en parler parce que quand j'entends le jour de mon anniversaire, le 9 février, là, le mois dernier, sur une radio que j'écoute beaucoup, que les Rwandais se sont entretués parce qu'ils avaient faim, moi je me dis, c'est le jour de mon anniversaire, mais je me dis, mais pourquoi dans ce pays on veut garder le génocide des Tutsis dans une sorte de tribalisme des barbares affamés là-bas? Voilà, je m'arrête sur cette question. Merci. Merci beaucoup. Alors on va peut-être avoir, moi j'ai un rôle ingrat qui est de veiller au timing. Et comme vous le dites, de toute façon témoigner, il n'y a pas de bon témoignage, c'est pas possible de faire un témoignage. C'est une mission impossible. Et vous acceptez tous de vous y confronter. Et on vous en remercie. Parce que c'est un gros effort, comme on l'a dit avant, revivre 2 fois le calvaire, remonter 2 fois vers le calvaire. Mais je l'ai mis. Alors, il ne marche pas? Voilà. Bon, c'est pas grave, vous n'avez pas raté grand-chose. Mais ce qui serait important peut-être, puisqu'on a entendu les 3 derniers intervenants et qu'on les remercie, c'est peut-être que vous avez des choses à leur dire, à leur demander, une remarque, une question à chacun d'eux, qui ont dit beaucoup de choses. Bonjour tout le monde. Et je voudrais m'associer à tous pour féliciter et remercier tous les intervenants qui ont été vraiment, en tout cas, tous très touchants. Et je voudrais apporter une précision du fait qu'à Butare, le génocide a commencé plus tard. De toutes les préfectures, tout le monde a afflué parce qu'ils croyaient qu'à Butare, c'était la sécurité. À Butare, on ne tue pas. Donc, les gens fouillaient Kigali en convergeant vers Butare. Ceux qui fouillaient Gikongoro, ils voulaient tous aller soit à l'étranger, soit à Butare. Et donc, c'est pour cela qu'il y a eu plus de victimes à Butare. Ce n'est pas nécessairement que les gens de Butare, mais c'est tous les gens qui étaient venus s'y réfugier aussi. Voilà. Merci. Oui, merci. C'est pour porter une précision ou un éclaircissement à Adélaïde que son frère, lieutenant Rodasingwa, ne s'est pas suicidé. Il a fait un accident de moto. Il a agi dans son sang pendant plusieurs heures sans secours. Mais il a pu arriver à l'hôpital militaire encore vivant. J'ai été à son chevet pendant plusieurs jours. Je me succédais à être à son chevet avec Innocent. Il tenait à vivre, mais l'accident a été finalement mortel. On a tenté même de l'évacuer. Ça n'a pas pu être possible, mais c'était bel et bien un accident mortel.
tu n'étais pas là, tu n'as pas eu toutes les informations, mais moi j'étais là depuis la veille de l'accident. Merci. Merci beaucoup. Ah, il y aurait une dernière question. On va te donner la parole. Bonjour. En fait, j'ai une question. César, je peux vous appeler par votre prénom? Oui. Ok. Pas de souci. Vous avez dit que vous avez eu votre fille en 1999. Est-ce que ça vous a affecté, vous, dans votre vie, mais est-ce que ça a affecté aussi vos enfants d'être rescapés d'un génocide? Ma question n'est pas claire. Non, c'est clair. Alors, c'est vrai que ça fait partie aussi du sujet de cette journée, la transmission. Donc, mes enfants savent exactement ce qui s'est passé pour toute la famille, parce que depuis tout petit, ils ont toujours demandé où sont les tantes et oncles, le grand-père et d'autres personnes des membres de la famille. Mais j'ai tenu beaucoup à retourner au Rwanda le plus souvent possible pour aller nous recueillir un tout petit peu aux endroits où tout cela s'est passé. Et j'ai essayé de l'expliquer au fur et à mesure qu'ils grandissaient, en essayant de trouver un moyen de leur communiquer cela sans leur transmettre la haine ou la rage, mais surtout de leur donner l'information. Aujourd'hui, ils sont assez clairs par rapport à ça. Ils ont déjà commencé à faire des témoignages dans les écoles aussi. Et d'ailleurs, ma fille, qui est chanteuse, a composé une chanson à ce propos qui est sur Spotify, sur une chanson qui a un titre « Les Traces ». Donc, ils se sont appropriés totalement leur histoire, mon histoire, notre histoire. Merci. Voilà, nous pensons que vous avez d'autres questions. Vraiment, j'allais dire, le temps a été court et pourtant nous sommes là depuis 10 heures du matin. Nous vous remercions infiniment pour votre patience, pour être resté avec nous, pour ce devoir de mémoire, hein, comme le disait Adélaïde. Évidemment que quand on vient nous écouter, automatiquement, peut-être naïvement, mais je ne crois pas, vous devenez nos amis parce que ceux qui n'ont pas envie vraiment de nous écouter ne viennent pas passer toute la journée ici dans cette maison. Voilà, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous dire, avant de passer la parole à M. Kabanda, le président d'Ibuka, qu'il y a des commémorations. Nous sommes là, nous démarrons les commémorations. Et qu'entre autres, il y a des t-shirts qui sont vendus là-bas avec des inscriptions sur la 25e commémoration, si vous avez envie de vous les procurer. Et puis, nous avons un programme sur ibuka.fr pour toutes les commémorations qui ont lieu en France. Si vous avez des amis un peu dans la province, à Nantes, à Toulouse, à Bordeaux, etc., dites-leur que nous aimons bien d'être avec d'autres pour la mémoire et le devoir de se souvenir et pour rendre hommage à nos morts. Merci beaucoup à vous. La parole est à Marcel. Je vais essayer de ne pas être long parce que beaucoup de choses ont été dites. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Simplement à remercier le mémorial pour, encore une fois, cette belle journée que nous avons vu passer dans cette enceinte qui initialement a été réservée ou a été pensée ou imaginée pour les rescapés de la Shoah et dans laquelle aujourd'hui résonnent les rescapés du génocide des Tutsis. C'est une preuve de partage et d'humanité que nous sommes, peut-être, notre attention doit être attirée là-dessus. Nous ne devons pas rester indifférents à cette volonté de partage, à cette manière de signifier que l'humanité existe.
Je vais aussi remercier nos invités parce que beaucoup sont venus de très loin. Il y en a une qui est venue de l'Australie. Je ne sais pas si elle comprend ce que je veux dire. Et je remercie aussi son mari qui a accepté de l'accompagner parce que quand même 24 heures de vol, ce n'est pas peu. Je remercie aussi, surtout qu'elle a des enfants et que donc elle a fait 24 heures de vol en laissant les enfants, je ne sais pas où, mais bien gardés. Bien gardés. Donc c'est qu'elle a pris au sérieux notre projet et je la remercie beaucoup. Surtout pour son témoignage. Je remercie également Vénice Kaimahe, je ne sais pas s'il est encore dans la salle, qui est venu du Rwanda. Voilà, qui est venu du Rwanda. Ce n'est pas la première fois qu'il vient à Paris, mais il aurait pu dire, vous m'avez déjà entendu, mais il a quand même accepté de venir ici pour nous parler d'un livre qu'il a écrit il y a quelques années, mais sur lequel il réfléchit parce que nous avons eu droit à son livre et à la réflexion qu'il a eue après. Je remercie aussi Philibert Mouzima, derrière, qui est venu du Canada, Ottawa. Ce n'est pas non plus à côté. Et puis Esther d'Allemagne, Félicité de Belgique et César et Révérien de Suisse. Beata de Bordeaux, ce n'est pas non plus à côté. Je remercie tous. Et Adélaïde de Bergle. Et puis, je remercie Amélie, je remercie Régine, parce qu'elles ont quand même consacré leur journée, la première journée qui était belle finalement, à cet événement, qu'ils soient aussi remerciés. Alors, vos témoignages sont certainement très durs pour vous, mais c'est important. Chacun apporte comme une espèce de fragment qu'il a collé sur une feuille de papier. C'est comme du collage. Mais pour nous, ce sont des pièces du puzzle qui nous permettront peut-être de faire de la mémoire, de faire en sorte que la mémoire ne soit pas seulement une nostalgie douloureuse, de faire en sorte que s'il y a de l'enseignement, comme Madame posait la question tout à l'heure, il y ait des outils et que l'enseignement sur le génocide ne soit pas seulement une leçon de morale qu'il y a en contenu. Donc ces journées sont très très importantes. Alors je vous invite aussi, à ceux qui ne sont pas de très loin, à vous inscrire parce que demain il y a une journée sur le négationnisme, ici au Mémorial de la Shoah. Inscrivez-vous parce que justement ces témoignages doivent nous servir à combattre le négationnisme. Après, avant de partir, ne partez pas parce que vous avez vu un artiste ici et il va chanter. Ne partez pas sans l'avoir écouté, il serait très déçu et vous partiriez sans savoir, vous rateriez quelque chose. À la fin, il y a une question que j'aurais voulu poser à Frida et à Révérien, ou à demander à Frida de me dire ce qu'il pense. Dieu vous a sauvés, Dieu nous a sauvés, mais dans l'église, on a tué les gens. Comment vous arrivez à concilier ça? Ça ne vous pose pas de problème? Bon. Bon. Mais ceci n'est pas pour rouvrir le débat, je pense. Juste que nous partageons la question, je vous comprends et je le comprends, et cette question, elle est partagée, mais ce n'est pas le lieu de rouvrir la question parce que on n'a pas assez de temps pour ça. Je vous remercie à tous. C'est pour la prochaine rencontre. Merci à tous.